Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de petit retour en arrière. Voici ce que je disais il y a fin février concernant le coronavirus. Non, ce qui inquiète certainement les autorités, c'est le fait que les infrastructures ne risquent pas d'être adaptées. C'est-à-dire que finalement, dans certains pays, on se retrouve exactement dans la même situation qu'en Chine, c'est-à-dire que les infrastructures hospitalières seront forcément débordées à un moment ou à un autre. Et la raison pour laquelle en Italie, les autorités ont pris la décision de mettre plus ou moins en quarantaine la plupart de certains foyers, on va dire, de coronavirus, c'est parce que justement, les autorités ont peur qu'à un moment donné, le trop grand flux de population dans les urgences des hôpitaux risque de générer plus de problèmes que le coronavirus lui-même, c'est-à-dire tous les comportements évidemment humains, c'est-à-dire les comportements d'inquiétude, de panique, et en règle générale, soyons clairs, que si vous avez votre femme, votre mari, votre enfant qui présente les symptômes du coronavirus, évidemment vous allez tout de suite aller à l'hôpital et vous allez absolument vouloir que votre enfant soit traité en priorité. C'est-à-dire qu'à la limite, les autres vous en foutez royalement. C'est votre vie, la vie de votre proche qui prend en compte. Sauf que le problème, c'est que quand vous avez une centaine de personnes qui réagissent de la même façon sur un laps de temps très très court, et ben forcément, les urgences, les hôpitaux vont très rapidement être confrontés à des situations de crise majeures. Et c'est pour cette raison que le confinement est une des solutions pour pouvoir mieux gérer, on va dire, les potentiels cas de gens qui s'estiment peut-être contaminés ou qui sont contaminés en effet par le coronavirus. Et finalement, j'avais pas totalement tort, j'avais plutôt raison. Rappel des faits, il y a maintenant une semaine, nous sommes aujourd'hui le lundi 16 mars, l'OMS s'est enfin décidé à déclarer la pandémie concernant le coronavirus, en laissant sous-entendre que la décision de passer en pandémie était due aussi au fait que certains pays ne prenaient pas les mesures ou ne prenaient pas, je dirais, l'importance de la gravité de la situation. Sous-entendu que la France avait l'air un petit peu à la traîne. Et le jeudi, on a eu l'intervention d'Emmanuel Macron avec son joli discours que certains ont considéré comme étant un discours de guerrier, parce que nous sommes en guerre contre un virus, etc. Quelle preuve de courage de la part de ce président. Moi, j'ai plutôt trouvé un président qui faisait beaucoup de blabla, qui remerciait beaucoup de gens, qui faisait appel à l'unité nationale, à la solidarité, à la fraternité. Mais en matière d'action concrète, la seule action concrète qu'il a proposée, enfin qu'il a incitée, c'est la fermeture des écoles à partir d'aujourd'hui, du lundi. Les écoles, sous-entendu évidemment, tous les établissements scolaires, les écoles maternelles, les crèches, les universités, les lycées, les collèges, etc. Sauf qu'évidemment, il y a un moment donné, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, mais il a quand même émis l'idée qu'il fallait organiser avec les régions et les départements pour pouvoir garder les enfants pour que, les enfants les jeunes enfants, pour que les parents ne soient pas contraints d'être obligés d'arrêter de travailler parce que, ou un des parents, ou même des fois même les personnes en monoparental, parce que là évidemment bloqué. Mais je me suis dit, mais organiser comment ? C'est idiot, parce que tu vas organiser quoi ? Tu vas organiser des crèches. Tu fermes des crèches, mais tu vas organiser des crèches, peut-être dans des milieux adaptés pour éviter les contaminations, etc. Mais au final, ça revient au même. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je fais partie de ces gens qui considèrent que Macron nous a fait un discours, c'est pas grave, ça peut être grave, soyons vigilants, mais pour l'instant, c'est pas grave. Sauf que 24 heures après, le Premier ministre se pointe à la télévision, communiqué officiel, il décide de fermer à partir de minuit le samedi un ensemble d'établissements recevant du public, y compris un certain nombre de théâtres, les musées, les restaurants, laissant par contre on a les bars
tabac qui reste ouvert. Déjà, oui, il y a une logique évidente, qui est une logique de business. Mais enfin, bon, bref. Et nous sommes aujourd'hui lundi et nous attendons une nouvelle intervention de M. Macron qui semblerait, selon certaines rumeurs, annoncerait un confinement plus sévère. D'autant plus que hier, dimanche, il y avait le premier tour des élections municipales. Normalement, il y avait l'application donc des fermetures d'établissements et empêcher qu'il y ait des rassemblements de plus de 100 personnes, etc. Sauf qu'on a vu toutes ces images de Parisiens qui se baladaient sur le bord des quais, qui allaient sur des marchés à ciel ouvert, qui allaient au but de Chaumont. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais c'est quoi ce délire ne cherchez pas loin, regardez bien les vidéos, regardez bien qui sont filmés, vous allez tout de suite deviner que c'est certainement pas les gilets jaunes, c'est certainement pas les smicards, c'est certainement pas les laborieux, les gueux qui se sont baladés sur Paris, c'est essentiellement, on va dire, oui, je veux pas faire de préjugés, mais clairement, c'est la société parisienne classe aisée, bobo, bourgeoise, bohème, etc., qui s'est baladée dans Paris. Parce que clairement, les autres, ils ont essayé de voter comme ils pouvaient, ou alors sont restés chez eux parce que trop dégoûtés par une campagne de municipale qui ressemble plus à un cercle de pain d'air qu'à autre chose. Enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que, en l'espace de quelques jours, finalement, la France s'est enfin décidée à prendre des mesures, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que, comme je l'ai dit dans l'extrait de vidéo que je viens de vous passer, ce qui pose problème, c'est pas tellement le coronavirus, parce que le coronavirus, quand on regarde les chiffres, oui, il y a un chiffre exponentiel de contaminés qui se déclarent de plus en plus, mais le nombre de morts reste relativement pas raisonnable, mais reste relativement minoritaire. On reste sur des bases, sur des chiffres qui ne correspondent pas à véritablement un virus pandémique dans le sens où, avec un taux de létalité très élevé, je rappelle, le coronavirus est aujourd'hui estimé à un taux de létalité à peu près de 10%, ce qui n'est pas encore très énorme. C'est énorme parce que, je le rappelle, le taux de mortalité peut être très important auprès des gens qui ont des problèmes pulmonaires, des maladies ou des pathologies fragiles, ou même des fois des fumeurs. J'insiste bien que les fumeurs, vous risquez peut-être d'avoir des conséquences plus importantes que des personnes non-fumeurs. Donc ça, faut le signaler quand même. Donc il y a quand même un risque létal, et en plus de ça, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est une maladie qui pour l'instant n'a pas encore véritablement de virus. Il y a des traitements pour éventuellement soigner et réussir à guérir des gens à partir du moment où ces gens ont des pathologies qui leur permettront de pouvoir se récupérer, parce que ça va être quand même les gens qui vont être contaminés, qui vont peut-être développer les symptômes, ça va être, oui, en effet, comme une grosse grippe bien sévère, mais pour les autres, évidemment, il va y avoir des besoins d'hospitalisation, des besoins de traitement, peut-être des traitements lourds, et sauf que, eh bien, finalement, ce que je disais est en train de se produire. C'est-à-dire que déjà, en Italie, ils sont confrontés à des moyens sanitaires complètement dépassés. Et en France, eh bien en France, on va l'être aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà des professionnels de santé qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'un certain nombre de services d'urgence de certains hôpitaux, et non des moindres, commencent à être saturés. Ce qui fait que quand on entend Emmanuel Macron dire oui, il faut faire des efforts, etc., quand on voit qu'on est en train de dépêcher des internes pour aider les personnels en milieu hospitalier, qu'on va même aller chercher des personnes à la retraite pour essayer de contribuer à aider à l'organisation dans les services de santé. Et ben voilà, c'est la preuve qu'en effet, j'avais raison, c'est que nos infrastructures vont être totalement inadaptées et qu'il va y avoir forcément des problèmes de sécurité, des problèmes qui vont toucher essentiellement la plupart des services d'urgence parce que
qui vont toucher la plupart de nos services d'urgence, parce que justement, on a déjà des exemples, et sans parler de la période de coronavirus, hein, en temps normal, vous allez dans les urgences des grandes villes, si vous connaissez des professionnels, ils vous raconteront des tas d'anecdotes de gens qui ont un manque de civisme absolu, qui ont un manque d'hygiène absolu, et qui font preuve parfois de brutalité, de violence. Alors vous imaginez en temps normal ce genre de situation, vous la multipliez par 10 ou par 20 en période de pandémique, et ben vous avez un chaos, vous avez un désordre, vous avez un risque de déstabilisation de l'ordre civil. Et il y a des photos qui circulent, alors après, allez vérifier la véracité de ces photos, etc. On verra dans les prochains jours si finalement ces photos étaient bien prémices de ce qui arrive. Des véhicules blindés qui sont actuellement acheminés dans la région parisienne. On a déjà des informations que dans l'armée, des personnels militaires vont être réquisitionnés pour assurer la sécurité des établissements hospitaliers. On a déjà un certain nombre d'ordres qui sont donnés par des préfectures, eux-mêmes recevant des ordres des ministères concernés, de préparer la mobilisation des forces, pas forcément des forces militaires, mais des autorités d'une façon générale, que ce soit les polices municipales, les polices nationales et les gendarmeries. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au pic. Là, ça va encore augmenter. Sauf que va y avoir un moment où les services de santé vont être saturés, et quand vous arrivez, et ça rejoint une autre vidéo où j'expliquais que malheureusement on a des gens qui ne comprennent pas qu'ils ne sont pas tout seuls, mais qu'on est toujours dans une situation de panique, qu'on est dans une situation d'intérêt personnel, de se voir traiter en priorité, de se voir traiter soi-même, de se voir traiter ou sa mère, ou son père, ou son enfant, etc. Alors qu'il y a déjà avant vous 50, 100 personnes qui attendent depuis des heures. On va être en face de cette indiscipline que nous connaissons en France, de cet incivisme que nous connaissons en France. Et là, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut amener comme situation. Donc, très sincèrement, j'ai envie de dire en France, vous n'êtes pas au bout de vos peines, qu'il y a encore des gens qui trouvent le moyen de prendre les choses à la légère. Je rappelle, ce n'est pas un problème par rapport au coronavirus. Le coronavirus, on peut le gérer, on peut le soigner, suivant les pathologies des gens, sauf que ce qui va poser problème, eh bien, c'est la gestion, c'est l'organisation, c'est la logistique qui va être mise à rude épreuve pour affronter cette crise. Et très sincèrement, on le sait, en France, il y a eu tellement de réductions de budget dans les services de santé. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, si vous suivez un petit peu l'actualité, si vous suivez le blog, vous le savez que ça va poser de gros problèmes, à tel point que vous avez l'Union européenne qui s'est enfin réveillée, hein, l'Union européenne qui depuis des jours était plus inquiet de voir des pays commencer à fermer leurs frontières. Je signalais quand même que les migrants de Turquie sont toujours à la frontière grecque. L'Union européenne s'est beaucoup plus inquiétée de ça que de l'arrivée du coronavirus en Europe. Là, ça y est, ils ont enfin réagi, ils ont prévu peut-être de développer un plan d'aide financière pour les pays qui sont dans le plus de besoins matériels, de besoins logistiques. Mais le problème, c'est que c'est un projet. C'est que pour l'instant, il n'y a absolument pas de confirmation, puisqu'il n'y a toujours pas de budget. Quand il s'agit de sortir de la planche à billets pour aider le système financier, comme c'est actuellement le cas aux États-Unis, où la Fed arrose à coût de 150 milliards par jour en moyenne de planche à billets pour sauver le système financier, mais on ne se pose pas la question de savoir si ces 150 milliards pourraient éventuellement sauver, aider des gens au dépistage, etc. Parce que le dépistage, c'est pareil. Apparemment, il n'y a pas assez de matériel pour dépister. Donc on ne dépiste que les gens qui ont des symptômes significatifs. Mais les autres, allez vous faire foutre. Donc en France, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Et j'ai un conseil à donner. Si vous vivez dans une grande ville, si vous avez la possibilité d'aller passer peut-être 10 jours ou 15 jours pendant le confinement ou pendant la quarantaine qui va être appliquée ailleurs, dans une petite ville de province, dans un petit village, dans une maison à la campagne, etc.,
allez-y, quittez les grandes villes parce que ça va être le bordel. Ça va être le bordel pendant, à mon avis, pendant plusieurs jours. Ça pour ce qui concerne la France, donc allocution ce soir de M. Macron. Je referai peut-être une vidéo sur ce contenu qui, à mon avis, va certainement peut-être annoncer donc des mesures beaucoup plus strictes et beaucoup plus restreintes pour la circulation et les libertés de circulation dans les grandes villes, puisque apparemment il serait question de mettre un couvre-feu dans certaines grandes villes à partir de 8 h du soir. Je pense qu'il y en a, ils vont s'amuser dans les banlieues, hein. Parce qu'évidemment, le marché de la drogue, ça va forcément en pâtir. Mais bon, ça, petite parenthèse, comme ça. Pour ce qui se concerne les États-Unis, le pic évidemment n'est toujours pas atteint, on est loin, très très loin, ce n'est que le début actuellement. Évidemment, là encore, les autorités américaines ont tardé à prendre des mesures, puisque la côte ouest est la plus touchée, ainsi que la ville de New York. Washington commence également à avoir des chiffres relativement inquiétants. Vous avez un certain nombre d'États aujourd'hui qui commencent à prendre des mesures d'état d'urgence. Il faut savoir qu'on est sur quasiment les 50 États maintenant qui ont des cas. Alors, il y a des États évidemment qui pour l'instant n'ont qu'une dizaine de cas déclarés contaminés, mais là où c'est les chiffres commencent à être de plus en plus importants, c'est évidemment sur les zones les plus importantes, les zones urbaines les plus importantes. C'est évidemment toute la zone est qui va de Washington jusqu'à Boston, c'est la côte ouest avec toute la zone autour de San Francisco, Los Angeles et puis Sacramento, qui est la capitale de la Californie, je rappelle. Étonnamment pour l'instant, Floride, on n'a pas trop de cas, mais ça commence à évoluer aussi. Certains États ont commencé à prendre des mesures assez drastiques. Évidemment, c'est les villes de New York, Los Angeles, San Francisco, qui ont pris pour l'instant les mesures les plus drastiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, New York est quasiment une ville morte, puisque tout est fermé, à l'exception des petites épiceries et des pharmacies. Mais aujourd'hui, tous les spectacles, les cinémas, les magasins sont fermés, les bureaux, les employés sont invités à travailler chez eux ou tout simplement mis au chômage technique, tout simplement pour aborder certainement une période de quarantaine qui va être instaurée d'ici, à mon avis, quelques jours. Washington également a commencé à fermer pas mal de choses. Le Capitole est fermé, les restaurants sont fermés. Les restaurants peuvent continuer à avoir de l'activité à condition de faire que de la vente à emporter ou de la livraison. Los Angeles aussi, hier, je crois, le gouverneur et le maire de Los Angeles ont décidé de fermer l'ensemble des boutiques, des salles de spectacle. Il faut savoir que Disneyland en Californie a déjà fermé ses portes dès vendredi, je crois. Là maintenant, ce sont tous les parcs d'attractions qui sont en train de fermer leurs portes pour plusieurs jours, au moins jusqu'à la fin du mois. San Francisco, qui a été l'endroit où le coronavirus a commencé véritablement à se développer, la maire de San Francisco a estimé que déjà la perte d'activité sur la ville de San Francisco est de l'ordre de 25%. C'est-à-dire qu'on est sur un quart de perte d'activité et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de l'épidémie de coronavirus, de la pandémie, puisque maintenant on a le droit de dire pandémie. En ce qui me concerne, moi, nous avons sur Charlotte appartient au comté de Mecklenburg. Depuis hier, le maire a décidé de fermer les écoles et d'inciter les entreprises à faire du télétravail pour leurs employés. Pour l'instant, les restaurants restent ouverts, mais à mon avis, d'ici 1 ou 2 jours, le confinement va certainement être ordonné. Le gouverneur de Caroline du Nord a aussi ordonné la fermeture de toutes les écoles, universités, etc. Donc voilà, les ordres qui découlent aujourd'hui de l'évolution du coronavirus aux États-Unis amènent les gouverneurs à déclarer l'état d'urgence et l'ensemble des comtés peuvent déjà prendre des mesures
par anticipation avant d'attendre les décisions définitives au niveau des États par les gouverneurs. En Chine, eh bien en Chine, je dis tout à l'heure, l'épidémie semble se stabiliser, mais on est quand même en Chine. La Chine a réussi peut-être à éviter le pire, puisque je n'ai plus exactement les chiffres, mais le nombre de morts comparativement au nombre de contaminés est relativement acceptable, si on peut utiliser ce terme, mais ça a été dû au fait que c'est un régime totalitaire, c'est-à-dire que c'est un régime qui, dès la mi-janvier, quand le coronavirus a commencé véritablement à être une épidémie, a pris des décisions très drastiques. Souvenez-vous, quand on a appris que le gouvernement chinois mettait en quarantaine la ville de Wuhan et quasiment la région du Hubei, c'est 55 millions de Chinois qui se sont retrouvés en quarantaine. Donc ça a été géré de façon assez brutale, assez rapide, et progressivement, il y a eu des durcissements au milieu même de cette zone de quarantaine, puisqu'on a commencé à utiliser les comités de quartier pour filtrer l'accès au quartier, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas un habitant du quartier, vous ne pouviez pas rentrer dans la zone, et si vous étiez un habitant du quartier, vous étiez contrôlé à chaque fois que vous sortiez et à chaque fois que vous rentriez dans votre quartier pour rentrer chez vous. Il y a eu même des contrôles dans les rues de toute personne pour vérifier qu'est-ce qu'elle faisait là, si elle avait une raison d'être là, et surtout, elles étaient arrêtées si elles ne possédaient pas de masque. Donc aujourd'hui, on nous dit que le masque, c'est pas utile. En effet, le masque n'est pas utile en soi si vous n'êtes pas contaminé, mais comme là, on est dans une situation de contamination, eh bien, le masque aujourd'hui n'est pas un luxe. Sauf qu'évidemment, comme on a envoyé en Chine de grosses cargaisons de masques, eh bien, en France, les médias vous disent « Oui, vous savez, le masque, c'est pas important, vous devez le porter si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, mais si vous n'en avez pas, vous n'avez pas la nécessité d'en porter. » Sous-entendu, vu qu'on a déconné, puisqu'on a envoyé une grosse cargaison en Chine, on n'en a pas assez pour tout le monde. Voilà, c'est... En gros, aujourd'hui, le discours qui sont tenus en France, en fait, il y a une seconde lecture à avoir, il y a beaucoup de sous-entendus. Alors, il ne faut pas prendre non plus les choses, il ne faut pas dramatiser, seulement il faut simplement être prudent. Il faut être un petit peu plus attentif que de la vie ordinaire sur ce que l'on fait, sur ce que l'on touche, se laver les mains régulièrement, utiliser des alcools si vous en avez, et puis évidemment éviter les contacts physiques avec des personnes, parce que oui, de toute façon, les risques sont majeurs. Vous avez Merkel, par exemple, qui, elle, a été directe, hein, elle a dit aux Allemands, oh, vous serez 70% à être contaminés, voilà. Comme ça, il n'y a pas de polémique à avoir. Hein. En gros, ça veut dire on n'a peut-être pas les moyens de pouvoir affronter le coronavirus, donc autant dire les choses, vous allez être 70% à être contaminés. C'est une méthode comme une autre, hein, dirons-nous. Le Canada, pareil, le Canada aujourd'hui, le gouvernement est très déstabilisé parce qu'ils n'ont pas pris les mesures d'anticipation qu'ils auraient dû prendre. Donc il faut savoir qu'au niveau du Parlement au Canada, le gouvernement de M. Justin Trudeau est bousculé pour ne pas avoir pris justement certaines mesures. Vous avez, alors je ne sais plus, oui, la Belgique. Alors la Belgique, vous savez que la Belgique n'a pas de gouvernement pour l'instant. Eh bien la Belgique a accepté de par son gouvernement de redonner les pleins pouvoirs au gouvernement qui était en place mais en suspens d'être remplacé pour pouvoir gérer la crise. La Grande-Bretagne, elle aussi, a fait ses calculs. Elle annonce déjà des chiffres assez importants pour dire, voilà, de toute façon, c'est clair qu'on va être confronté à une situation de crise, on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde. Alors en plus, je veux dire, on n'améliore pas les choses, c'est-à-dire que vous avez des gens qui informent sur les réseaux sociaux, « Ah, je me suis fait tester, c'est bon, je suis négatif. » Mais comment ça se fait que tu t'es fait tester alors que tu n'as pas de symptômes? Puisque logiquement, pour limiter l'usage des tests qui sont insuffisants, on doit être testé si on a des symptômes. Or, il y a des gens qui apparemment,
certains passe-droits, on va dire, pour se faire tester, alors qu'ils n'ont absolument aucun symptôme. Là encore, il y a des questions à se poser. Donc voilà, c'est assez amusant finalement de me rendre compte que ce que je disais dans ma vidéo, finalement c'est ce qui est en train de se produire, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des autorités des pays occidentaux, qui ne sont pas des autorités comme il y en a en Chine, hein, que ce sont des autorités démocratiques. Alors je ne dis pas que le régime chinois est un idéal, hein, au contraire, hein, même encore aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'informations qui tenteraient à démontrer que si la Chine s'enorgueillit d'avoir réussi à lutter contre le coronavirus, il semblerait que peut-être il y ait des risques de réinfection, c'est-à-dire qu'il y a une seconde crise qui se prépare peut-être en Chine. Mais à suivre, parce que pour l'instant, c'est assez confus. Il n'y a pas d'informations très précises pour étayer ce genre d'informations, donc à suivre. Mais clairement, les autorités des pays occidentaux vont être très rapidement dépassées. Je dirais même qu'il y en a certains qui seront peut-être intelligents et qui commenceront déjà à mettre en place des lois martiales, à mettre en place des confinements, à mettre en place des couvre-feux. Et peut-être que c'est ce qui va se passer en France d'ici peut-être demain ou mercredi pour justement limiter la casse. On verra ce que ça va donner parce que on sait que malheureusement le français est relativement indiscipliné, pas tous, hein, et qu'on a aussi des individus qui n'en ont strictement rien à foutre et qui vont peut-être aussi utiliser et se servir de cette situation pour tirer plus de profit. Mais là encore, est-ce que les autorités vont pouvoir gérer ce problème? Est-ce que derrière, il ne va pas y avoir de l'idéologie? Et je vous rappelle que actuellement, la plupart des banques centrales vont tirer de la planche à billets pour sauver le système, parce qu'évidemment, économiquement, il va y avoir des conséquences importantes, il va y avoir des pertes importantes. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que déjà les professionnels du cinéma font de l'appel du pied auprès du gouvernement pour essayer peut-être de négocier le moyen de compenser les pertes financières que les cinémas et que l'exploitation, que la distribution, que la production va avoir dans l'activité de l'industrie du cinéma. On est dans une pandémie, donc dans une pandémie, c'est le risque de perdre de l'argent parce que l'activité va s'amoindrir, parce qu'il va y avoir des ordres de fermeture, parce que voilà, c'est comme en temps de guerre, c'est pareil. Hein, si en temps de guerre, vous avez un envahisseur, l'envahisseur il bombarde quoi votre cinéma? Vous n'allez pas aller voir après le gouvernement provisoire pour dire vous pouvez me rembourser mon cinéma parce qu'il a été bombardé par l'ennemi. Oui, ça peut se faire. On a connu ça en France après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un plan pour indemniser les pertes civiles, enfin les pertes matérielles civiles, l'habitat civil qui a été victime des bombardements. Mais dans le cas d'une pandémie, c'est surtout l'activité économique qui risque d'en prendre plein la figure. Mais comme je vous dis, l'argent est en train de pleuvoir à flot sur la finance. Mais comme la finance ne fait pas de retombées économiques dans l'économie réelle, il y a des gens, oui, qui vont se retrouver sans boulot, sans salaire, mais qui, alors ça dépend des pays, il va y avoir des gouvernements qui vont faire des gestes comme ici aux États-Unis. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que il est question, en effet, peut-être d'essayer de demander aux établissements de crédit de suspendre les paiements de leurs créditeurs, de leurs débiteurs, pardon. Mais aux États-Unis, vous avez les démocrates qui ont voté une loi au Congrès pour, d'un côté, permettre de pouvoir indemniser les personnes victimes du coronavirus, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas travailler et donc elles ne peuvent pas gagner de salaire, donc ça risque de les mettre dans une situation de précarité. Et idem pour les employés qui perdent leur travail, mais qu'ils retrouveront, ce qu'on appelle plus vulgairement en France le chômage technique. Bon, ce chômage technique, ici aux États-Unis, ça n'existe pas, puisque vous êtes tout simplement viré, mais avec la promesse que vous retrouverez votre boulot, mais pendant ce temps-là, vous ne gagnez pas de salaire, vous n'êtes pas couvert, il n'y a pas d'assurance chômage qui va fonctionner, etc. Puisque là, on est dans une situation exceptionnelle. Donc, enfin, ils ont fait voter cette loi, et la loi doit passer au Sénat. Le Sénat étant majoritairement
républicains. Là, les républicains sont emmerdés. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cul assis entre deux chaises. C'est soit ils acceptent cette loi, c'est-à-dire qu'ils votent positif pour que cette loi soit accomplie. Mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que tous leurs partenaires financiers, toutes les banques, les assurances, etc., vont faire la gueule, parce qu'évidemment, c'est eux qui vont devoir aussi payer les factures, ou alors ils protègent les intérêts de leurs copains financiers, et ils refusent. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'à mon avis, Donald Trump risque d'avoir un effet boomerang sur cet effet, qui ne sera pas dénué des hannetons. Mais bon, ceci dit, c'est une stratégie politique des démocrates qui profitent de la situation pour justement mettre Trump au pied du mur, pour faire une action concrète pour les Américains qui vont se retrouver dans une situation de précarité majeure. Alors déjà qu'il y a une pauvreté assez importante aux États-Unis, c'est pas pour en rajouter. Donc voilà, c'est pour l'instant ce que l'on peut dire sur la situation. Je le répète, en France, le pic n'est pas encore atteint, ça va encore grimper, mais qu'à force de grimper, vous allez aussi avoir le phénomène que, comme je l'avais dit une fois dans une vidéo, vous allez avoir des gens qui vont se conditionner face à la peur, à la panique, et qui vont développer ou croire développer des symptômes alors qu'en fait ils ne sont pas contaminés, en fait ils ne sont pas malades, ces fameux hypochondriacs comme on les appelle. Enfin voilà, c'est ce genre de phénomène-là, multiplié par 100, par 1000, en l'espace d'un temps très très court, où là, forcément, toutes les infrastructures de notre société, sur le plan sanitaire, comme aussi sur le plan de la gestion de crise, vont être complètement débordées, complètement dépassées, et on risque d'en venir à des solutions comme ce qui risque de tomber en France. Ce qui risque de tomber d'ici mardi et mercredi, avec des restrictions beaucoup plus importantes. Ça inclura également des restrictions de liberté, de déplacement, ce qu'on n'a peut-être pas connu depuis peut-être les attentats qu'il y avait eu avec l'OAS, avec la guerre d'Algérie. Même avant, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu des situations de crise de cette envergure que depuis la Seconde Guerre mondiale. Et même pendant l'occupation, il y avait encore de l'activité économique. Donc ça va être une première pour la France, en dehors de ce qui s'est passé avec le SRAS, en dehors de ce qui s'est passé avec la canicule de 2003, où en effet déjà les infrastructures de la France avaient été mises à l'épreuve et avaient soulevé beaucoup de questions. Mais ça aussi, ça risque de sauter aux yeux des Français qui vont se rendre compte que depuis 2003, on a développé de quoi essayer de financer et d'améliorer les situations, surtout pour les personnes âgées, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, etc., en ayant cette fameuse journée de la Pentecôte qui est une journée travaillée et dont votre salaire va partir dans une caisse de l'État pour financer, etc. Alors il y a eu des financements certainement, mais là aujourd'hui où justement peut-être ces financements pourrait permettre peut-être de limiter la casse, surtout auprès des personnes âgées, qui sont les personnes les plus sensibles et les plus visées par cette pandémie. Et ben, si jamais on se rend compte que finalement c'est l'hécatombe, là encore une fois de plus, on va se poser des questions. Pourquoi avoir mis en place cette loi sur la Pentecôte, le fameux jour férié travaillé, puisque finalement, l'argent, il est parti où ? Comme d'habitude, c'est toujours le problème. Voilà, donc une vidéo qui était pour mettre un petit peu un suivi sur ce coronavirus, où là les choses s'accélèrent, mais je le répète, on n'en est pas encore à la fin, les choses vont évoluer, et comme je l'ai dit à un certain nombre de personnes qui tout d'un coup se rendent compte, mais c'est incroyable, non c'est pas possible, je pensais pas qu'ils iraient jusque-là, etc. Et je les regarde, je dis mais c'est une pandémie. C'est une pandémie. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pandémie, regardez dans le dictionnaire. Et arrêtons d'être surpris, mais pourquoi, machin. Alors ça va être pire pour les gens qui... j'ai bien vu sur Twitter une personne qui regrettait que les cinémas étaient fermés parce que vous rendez-vous compte, le marché du cinéma, à un moment donné, attendez, redescendez sur Terre. Et c'est certainement ces mêmes personnes qui se sont
peut-être sentis pas concernés par la contamination et qui sont allés se balader dans la rue, sur le but de Chaumont, aller balader dans les marchés, etc. Il y en a, hein, malheureusement. Puis quand ils vont commencer à tousser, avoir la gorge sèche, avoir de la fièvre et de la diarrhée, ah oui, parce que oui, peut-être qu'en effet, chez certaines personnes, il peut y avoir de la diarrhée, c'est la raison pour laquelle les gens se sont battus pour du PQ. Voilà, ils seront comme de ronds de flanc, et puis ils iront aux urgences, et puis dans les urgences, on leur dira, désolé, mais vos symptômes ne sont pas encore suffisamment importants, on traite les cas les plus graves pour l'instant, donc revenez demain. Et là, on pourra crier au scandale. Et là, vous pourrez continuer à voter pour les En Marche et Macron en 2020. Portez-vous bien.